monsieur, bonjour et bienvenue. Dimanche 31 janvier, c'est l'heure de votre 13h. Comme tous les jours, nous sommes une heure ensemble, société, l'autre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur ce qui fait votre quotidien autour de moi. Une équipe de journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Alors, chers téléspectateurs, on déjeune ensemble? Regardez-nous. L'Italie est l'un des derniers pays européens à ne pas avoir légiféré sur le mariage civil et l'adoption pour les couples homosexuels. Les parlementaires italiens se penchent à présent sur un projet de loi qui divise le pays, d'autant que l'Église met tout son poids dans la balance. Carte de crédit, virement bancaire ou encore paiement mobile, nous connaissons tous ces différents modes de paiement à notre disposition. Quels sont leurs avantages et inconvénients? Lesquels sont les plus sécurisés, les plus adaptés à nos besoins? On vous dit tout. Aujourd'hui, le Grand Dossier nous fait découvrir un univers de femmes très engagées. Marsom Watch est une organisation pour la paix créée par 3 Israéliennes. Elle compte maintenant plus de 400 membres qui se rendent sur le terrain aux checkpoints tenus par l'armée israélienne pour vérifier les conditions dans lesquelles les Palestiniens sont traités. Mais avant d'entrer dans le cœur de notre programme, on regarde ensemble les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Nouvel attentat en Israël, un Palestinien a ouvert le feu sur une patrouille militaire. Ce matin, bilan 3 blessés, dont 2 dans un état grave. Hier, un autre attentat au couteau a fait un blessé dans la vieille ville de Jérusalem. Atmosphère électrique à Genève. À peine arrivé, le Haut Comité des négociations, principal groupe d'opposition syrienne, a menacé de se retirer des discussions de paix organisées par l'ONU si le régime de Damas persistait à commettre des crimes. Dans moins de 24 heures sera lancé le coup d'envoi des primaires de l'élection présidentielle américaine. La frénésie électorale a gagné l'Iowa. Premier État à se prononcer, les outsiders d'un côté comme de l'autre pourraient marquer l'histoire américaine. Selon 2 sondages Ipsos et Euromédia, environ 75% des Italiens sont favorables à un statut légal pour les couples homosexuels. Mais les opposants soutenus par l'Église livrent un combat acharné. Maurice Ifergan, bonjour. Bonjour. Oui Valérie, vous savez que la manif pour tous à la française s'exporte à présent en Italie. Des centaines de milliers de manifestants hier à Rome ont dit non au projet d'union civile pour les couples de même sexe. Une semaine plus tôt, c'était les pour qui étaient dans la rue. Débat donc acharné en Italie, dans un pays socialement divisé et qui vit à l'ombre du Vatican. C'est ce qu'on va voir. Une proposition de loi créant une union civile pour les couples de même sexe en Italie déchire la classe politique et mobilise partisans et opposants, tous prêts à descendre dans la rue. Marco et Gian Pietro sont un couple d'homosexuels italiens. Ils sont parents de jumeaux nés grâce à une mère porteuse aux États-Unis. Ils espèrent que cette fois-ci, le statut de couple homosexuel sera enfin reconnu, non seulement pour garantir les droits de leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes. Regardez. En couple depuis une dizaine d'années, Marco et Gian Pietro sont fiers de leurs garçons jumeaux de 6 ans. Ils ont la famille qu'ils ont toujours voulu. Le couple de cinéastes italiens a même réalisé un documentaire sur son parcours pour trouver une mère porteuse aux États-Unis. Cependant, ils n'ont toujours pas les mêmes droits que les couples hétérosexuels en Italie. L'Italie reste en effet un des derniers pays en Europe occidentale à ne reconnaître aucun statut aux couples homosexuels. On se considère comme une famille. Il est important que l'État italien nous reconnaisse également comme une famille, pour la protection que cela offre à nos enfants. Cela aura plus d'impact sur les droits des enfants que sur les nôtres, car on se sent déjà parents de toute façon, comme une famille. Mais le vent pourrait bien tourner avec cette nouvelle loi sur les unions civiles qui permettrait aux personnes du même sexe de prendre le nom de famille de leur conjoint ou encore d'adopter ses enfants naturels s'ils n'ont pas d'autres parents reconnus. La société est prête, la société accepte notre famille. On peut l'affirmer car on le ressent chaque jour qui passe, à l'école et dans toutes les activités auxquelles il participe. Donc c'est juste un problème de l'État. En Italie, l'État est en retard par rapport à la société. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie à plusieurs reprises et réclamé qu'une loi leur reconnaisse d'urgence un statut. Les plus sceptiques craignent que l'influence du Vatican n'empêche un tel changement et les dernières déclarations du pape François n'arrangent rien. Mais Monica Cirina, à l'origine de la proposition de loi, y croit.
Le temps est venu pour le vent de tourner, pour l'Italie et pour notre ville aussi, dans laquelle nous vivons parfois dans l'ombre du Vatican. Le texte divise profondément les politiques et les sondages tendent à montrer une opinion publique assez partagée. Les partisans du texte ont rassemblé samedi dernier des dizaines de milliers de personnes à travers l'Italie, alors que ses opposants se mobilisent samedi pour un Family Day qu'ils espèrent déterminant. Penser qu'on puisse enseigner à nos enfants, à mes petits-enfants, qu'il existe différents modèles de famille, multiparentales, multipartagées, hétérosexuelles, c'est inacceptable. Loin des débats politiques, au domicile familial de Massimo et Gianpietro, pas de place pour l'exclusion ou la discrimination. Les jumeaux demandent d'ailleurs régulièrement à leurs deux papas de se marier afin de pouvoir être leur garçon d'honneur. Et nous sommes par Skype avec Karine Breslav. Karine Breslav, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous êtes donc psychanalyste. Bonjour. La législation sur les couples de même sexe et l'adoption change la société. Est-ce que vous trouvez cela dangereux ? Dangereux, vous répondre oui ou non de façon aussi tranchée, je ne sais pas si on peut répondre comme ça. Il est un fait de constater que c'est un mouvement qui a gagné le monde occidental dans une grande partie. Et maintenant, l'Italie y arrive doucement. Moi, je pense que ce qui est à souligner, c'est le fait que de mettre un signe égal entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel, cela revient surtout à dire que la différence des sexes n'existe pas, ou du moins qu'elle ne compte pas. Et moi, en tant que psychanalyste, c'est là où je pense que des soucis peuvent survenir, mais globalement, pas seulement d'ailleurs pour les couples homosexuels, globalement dans une société où l'on est dans une sorte de déni de la différence des sexes, sous prétexte d'une égalité à tout craindre. Alors, quelle est la place des enfants de ces couples? Est-ce que c'est la même place qu'ils ont que dans une famille normale, ou bien c'est un petit peu différent? Si vous voulez, la différence des sexes pour un enfant, c'est pas simplement savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont différents, c'est surtout savoir pour un enfant que papa est différent de maman. Et surtout, en l'occurrence, qu'il y a une différence entre soi-même, l'enfant et maman. Le père a une place symbolique qui crée une altérité et qui sépare l'enfant de la mère. Et si on peut dire que ça pose des problèmes dans les couples homosexuels, moi j'aimerais élargir en disant que finalement aujourd'hui ça pose aussi des problèmes pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de nos enfants contemporains dans des familles également hétérosexuelles. Est-ce que vous pensez qu'un enfant élevé par un couple homosexuel aura les mêmes chances dans la vie qu'un enfant d'une famille classique? La question des chances, c'est encore autre chose. Qui a les mêmes chances dans la vie? Je pense que la question d'avoir des parents homosexuels ou pas ne va pas définir ce qui fait que vous aurez une chance dans la vie. En tout cas, aujourd'hui, il y a des enfants dont certains sont en souffrance parce qu'ils sont perdus d'un point de vue identitaire dans leurs repères qui leur permettent de s'identifier au féminin, à la position féminine, on va dire, ou au masculin. Comment ça se passe concrètement? Moi, ce que je peux vous rapporter de ma clinique, en tout cas, il y a des familles où ça se passe plutôt bien quand le couple homoparental a su élargir la situation de famille pour l'enfant, qui a accès à des tantes, à des oncles, à des grands-parents, à l'école, à ses copains. Quand il y a une vision très élargie de ce couple parental qui permet à l'enfant d'avoir des pôles d'identification différents, c'est-à-dire à se confronter à la différence des sexes, ça se passe, il y a des cas où ça se passe plutôt bien, en tout cas aussi bien que pour des enfants qui sont issus d'un couple hétérosexuel. D'ailleurs, vous voyez, je dis qu'ils sont issus comme si un enfant pouvait être issu réellement d'un couple homosexuel. Il ne le peut pas. C'est ça la vraie question. C'est aussi plus simple pour les enfants qui ont été adoptés
plutôt que pour les enfants dont les parents homosexuels ont eu recours à la procréation assistée, par exemple. Merci beaucoup Karine Breslav d'avoir participé à cette émission. Dernier grand pays d'Europe, donc occidentale, à ne reconnaître aucun statut légal aux couples homosexuels, l'Italie, qui avance pourtant sur la question, pressée par une société civile moins frileuse que la classe politique. Regardez le sujet de Jonathan Serrero, on en parle après. L'Italie est le dernier grand pays d'Europe occidentale à ne reconnaître aucun statut aux couples homosexuels. Pourtant, la sénatrice Monica Cirina est bien décidée à faire bouger les lignes. Jeudi, la représentante des Verts italiens a présenté son projet de loi au Sénat. Il autorise le mariage et l'adoption pour les couples du même sexe. Il s'agit d'une journée très importante. Le fait que le Parlement entame les discussions autour de ce projet est un événement. La machine est désormais lancée. Depuis 30 ans, ces couples amoureux l'un de l'autre ont souffert de discrimination. Ils attendent la décision du Parlement. Sauf que le texte divise aussi bien la classe politique que l'opinion très attachée aux valeurs de la famille traditionnelle et au rite du mariage. Ce projet parle des unions civiles, mais il pose en réalité la base du mariage parce qu'il y a un véritable rite formel devant le greffier avec la présence de témoins, tout comme il y en a lors d'un mariage, et il y a l'ouverture à l'adoption qui amènera les adoptions dans tous les sens. Une loi qui fait aussi débat au sein des associations italiennes gays et lesbiens. Le président du principal mouvement homosexuel du pays craint de voir les inégalités s'accentuer. En tant qu'activiste gay, en tant que président de la plus importante association homosexuelle italienne, cette loi ne nous satisfait pas pleinement. C'est une loi qui affirme en effet que tous les couples homosexuels devraient être des personnes à part, être rangés dans une case. Les inégalités avec les autres couples risquent de s'accentuer. Au mois de juillet dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie à créer un statut juridique pour les partenaires du même sexe. Pressé, le Premier ministre italien Matteo Renzi a promis de légiférer. Le processus est désormais enclenché. Après le Sénat, ce sera au tour du Parlement d'en débattre à la mi-février. Jonathan Serrero, bonjour. Alors on vient de le voir, ce débat sur le mariage homosexuel enflamme l'Italie. Pourtant, en Europe, il y a déjà des pays où les couples du même sexe peuvent se marier. Oui, un chiffre pour fixer un peu le sujet. Un chiffre 13 comme le nombre de pays en Europe qui ont légalisé le mariage homosexuel. Il s'agit en premier lieu, on l'a dit, des Pays-Bas en 2001, la Belgique, l'Espagne, pêle-mêle, on va le voir sur cette carte, la Suède et la Norvège, le Portugal, l'Islande, le Danemark, la France et la Grande-Bretagne. Ensuite viennent la Slovénie, la Finlande et enfin l'Irlande en 2015. En tous les cas, on s'en souvient, en France, la loi pour le mariage pour tous avait provoqué une foire d'empoigne. Oui, cette loi est l'un des héritages de la ministre de la Justice démissionnaire Christiane Taubira, qui s'était battue, on s'en souvient, becs et ongles face à la vindicte populaire et face à la droite française et avait défendu son projet devant les députés. Mais aussi, le président Hollande avait fait du mariage civil une promesse de campagne. Il a tenu parole. Le 23 avril 2013, les parlementaires français ont voté donc en faveur de cette loi. Et dans d'autres pays, on ne parle pas de mariage, Jonathan, mais on parle plutôt d'union civile. Oui, c'est le cas en Allemagne, notamment, et de 23 autres pays en Europe. L'Allemagne, où il existe un contrat de vie commune qui accorde des droits semblables au mariage, hormis en matière fiscale. Aujourd'hui, seulement 7 pays ne reconnaissent aucune forme d'union pour les couples homosexuels. Dans ces pays, donc, on trouve l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, la Lituanie et aussi la Roumanie. Alors justement, l'Italie, Maurice Sifergan, qui a pris quand même beaucoup de retard. Comment on peut expliquer cette position? Est-ce que c'est par rapport au Vatican? Le Vatican est partie prenante du débat et met tout son poids dans la balance. Et la polémique a surtout pris une ampleur incroyable en Italie en octobre de l'année dernière avec cette controverse née d'un prêtre polonais, Krzysztof Hamrasa. Il s'appelle, et il a tout simplement fait son coming out et il a déclaré des choses absolument stupéfiantes. Écoutez-le, vous allez voir. On y va. L'Église catholique ne tue pas les personnes, mais je pense qu'elle les tue psychologiquement. Elle les tue par sa position rétrograde. L'Église catholique se réjouit, elle est satisfaite des cas de persécution et de pénalisation, parce que la pénalisation de l'homosexualité, en vérité, est la confirmation légale de sa position sur l'homosexualité. Tant que l'Église ne rejettera pas ouvertement, ne condamnera pas la pénalisation, elle sera complice de la terreur anti-homosexuelle.
Il est courageux, Maurice. Oui, pas moins que ça, la terreur anti-homosexuelle. Alors lui, le pape, on a un pape qui s'appelle François qui a des positions assez libérales. Vous allez voir, il défend une position un peu différente sur l'homosexualité. D'ailleurs, de retour du Brésil, il a déclaré dans l'avion que finalement, il n'avait rien contre les homosexuels. Écoutez-le, vous allez voir. Moi, je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a. Mais je pense que lorsque quelqu'un est avec une personne comme ça, doit faire la différence, doit distinguer. Faire une personne, un homosexuel, et d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. On ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrés dans la société. Vous voyez, la réponse du pape est un peu différente. Tout pour les homosexuels en tant qu'individus, rien en tant que lobby, si on veut résumer. Mais le problème, maintenant, n'est pas uniquement sur les homosexuels, mais justement sur le mariage civil. Et là, le débat est relativement corsé. Merci beaucoup, Maurice. Merci, Jonathan. Les Pays-Bas étaient le premier pays du monde à avoir légalisé le mariage entre personnes du même sexe. C'est ce qui a attiré Omar, un homosexuel syrien de 20 ans. Il avait demandé l'asile aux Pays-Bas après avoir vu des images de la célèbre Gay Pride d'Amsterdam. Une fois arrivé, son rêve néerlandais a failli s'écrouler face au harcèlement de ses compagnons de fortune. Regardez. Homosexuel syrien de 20 ans, Omar a demandé l'asile aux Pays-Bas. Il raconte avoir choisi de se rendre dans le pays après s'être renseigné sur Internet. Je lisais des articles en ligne au sujet des Pays-Bas, que la ville était très gay-friendly et Amsterdam était la capitale de la communauté LGBT en quelque sorte. Je regardais les images de la Gay Pride et ce qui était organisé à cette occasion et je pensais, c'est un pays où je veux aller. Une fois arrivé, son rêve néerlandais a bien failli s'écrouler. Le jeune homme a été confronté aux insultes de ses compagnons de fortune. J'étais surpris que ces gens, les autres réfugiés, après avoir fait un long et fatigant voyage, une fois arrivés ici, qu'ils soient encore capables d'intimidation et de harcèlement. C'est fou. Face à ces problèmes, la municipalité d'Amsterdam a mis à disposition entre les mois d'octobre et de décembre 2 maisons-refuges pour une dizaine de migrants homosexuels. L'association d'aide aux migrants, COC, souhaite voir s'ouvrir d'autres lieux de refuge dans le pays. Nous avons remarqué une augmentation réelle de gens qui viennent nous demander de l'aide parmi les réfugiés qui arrivent actuellement. Alors qu'ils n'étaient seulement qu'un ou deux il y a quelques mois, ils sont à présent 14 à nous avoir contactés durant les 2 derniers mois et demi. Ils se sentent vraiment menacés. Les homosexuels présents jusqu'ici dans ces lieux temporaires ont désormais rejoint des centres pour demandeurs d'asile plus adaptés. Omar attend lui toujours son permis de séjour et espère pouvoir entamer des études de droit. Et c'est le moment d'accueillir nos chroniqueurs. Michael Wolf, bonjour. Dans quelques instants, nous parlerons de la migraine chez les enfants. Et vous, René Marouani, bonjour. Alors, vous êtes expert comptable. Comme chaque semaine, on va parler argent avec vous. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des modes de paiement. Alors, c'est l'espèce, c'est les chèques, c'est les cartes de crédit. Dites-nous, quel est le meilleur moyen de paiement ? Alors, tout d'abord, on va commencer par citer 4 critères qui vont nous donner une idée globale des différents modes de paiement. Donc, on parle de la facilité, la sécurité, la rapidité et la discrétion. Alors, comme on peut voir sur le tableau, le mode de paiement en carte de crédit est quand même, il remplit toutes les conditions. N'oublions pas quand même qu'un virement bancaire, c'est quand même un mode de paiement assez sûr, mais quand même moins rapide et moins facile à faire. Concernant les espèces ou les chèques, si ce n'est pas de main à la main, il vaut mieux éviter, étant donné que c'est beaucoup moins discret. Des fois, ça peut compliquer les choses. Oui, surtout les virements d'un pays à l'autre, ça peut prendre plusieurs jours, voire une semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut payer par carte de crédit et puis c'est tout ? Alors, payer par carte de crédit vaut mieux, mais il faut faire attention quand même à ne pas donner notre carte de crédit à n'importe qui, encore moins à des particuliers.
Parce qu'il y a des risques quand même de payer par carte de crédit. Il y a des risques. Alors, prenons par exemple PayPal. C'est un mode de paiement qui est assez connu dans le monde. Et on va essayer de donner quelques exemples comment on fait pour payer par PayPal. Ouais. Alors tout d'abord, il faut avoir un compte PayPal. Donc un compte PayPal, c'est relativement facile à avoir. Je vous écoutais, vous avez un compte PayPal, vous, Dr Wolf? J'en ai 2. 2 comptes PayPal, vous voyez, voilà. Donc comme quoi c'est de quoi vous parlez. Ouais, alors donc il faut faire un compte PayPal. Il faut faire un compte PayPal, c'est relativement facile. Donc on rentre sur le site PayPal, on clique pour ouvrir un compte, on choisit, il y a 2 options, professionnel ou personnel. Choisissons personnel parce que professionnel c'est aussi pour les vendeurs. Et après avoir choisi, donné quelques informations, on a un compte PayPal. C'est quoi les avantages? Les avantages d'un compte PayPal, tout d'abord, ça nous fait gagner du temps. Ensuite, on peut utiliser différentes cartes de crédit pour divers achats. Ça nous protège contre la fraude? Parce qu'on a souvent peur de rentrer notre numéro de carte de crédit sur Internet parce qu'on a peur justement d'être fraudé, qu'on nous vole notre numéro. Des fraudeurs, il y en a toujours. Mais n'oublions pas que un des avantages de ce mode de paiement est que notre numéro de carte de crédit n'est donné d'abord qu'une fois et n'est vu par personne. Et évidemment, les données sont cryptées par de hautes technologies et personne en général n'en a accès. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 50 millions de comptes dans le monde sur 203 pays différents. Rajoutons un avantage quand même assez important, c'est qu'on n'a aucun frais supplémentaire. Ouais. Donc vous le conseillez fortement. Dites-moi, au niveau des chèques, qu'est-ce qui se passe ici et en France? Je pense que c'est différent si on fait un chèque sans provision. Alors oui, c'est différent. En France, si on fait un chèque sans provision, c'est quand même assez compliqué comme procédure. Il faut passer par la Banque de France, etc. C'est assez compliqué. Et ici? En Israël, c'est pas tout à fait le même... C'est aussi grave qu'en France? Peut-être que c'est aussi grave par rapport à la loi, oui, mais la procédure est complètement différente. Seulement après 10 chèques sans provision sur une période de 12 mois, à ce moment-là, notre compte sera bloqué. On pourra plus faire de chèques. Un chèque sans provision, ça peut arriver, mais 10 chèques sur l'année, c'est grave quand même. Ça devient Il faut justement enlever le carnet de chèques en urgence. Exactement, donc c'est pour ça qu'on nous laisse... Rony Marouani, et on va ouvrir maintenant une page médicale, plus précisément en pédiatrie, avec vous, Michael Wolf. Merci d'être là aujourd'hui. Alors on le sait, quand on est parent, on n'aime pas voir nos enfants souffrir, on n'aime pas les voir avoir mal, mais il y a certaines douleurs qui inquiètent plus, notamment les migraines, les maux de tête. Est-ce que les enfants peuvent être migraineux? Les enfants peuvent être effectivement migraineux et c'est pas si rare que ça. Il faut compter à peu près 2% d'enfants de moins de 5 ans qui ont des migraines et allant jusqu'à parfois 5% chez les adolescents au-delà de 10 ans et surtout chez les filles et plus on se rapproche de la puberté. Alors, plus fréquent encore que les migraines, il y a les maux de tête en général qui sont d'origine infectieuse, d'origine psychosomatique ou parfois beaucoup plus rares, des problèmes de pression intracrânienne avec malheureusement des problèmes de tumeurs intracrâniennes qui sont exceptionnels mais malheureusement fatales. Mais les migraines, ça commence à quel âge chez l'enfant? Alors, les migraines peuvent commencer vers 4, 5, 6 ans. Elles sont identifiables en général en ayant exclu d'autres causes. On a dit causes ophtalmiques ou causes ORL ou d'hypertension. Et on fait le diagnostic à base principalement de l'anamnèse, donc l'interrogatoire des enfants et de leurs parents en fonction de l'âge des enfants. Et donc, on recherche à savoir si cette migraine est plutôt localisée au niveau frontal, au niveau temporal, si elle est pulsatile, si elle ne l'est pas, s'il y a des nausées, s'il y a du mal de transport, s'il y a des problèmes, les douleurs qui sont exacerbées par la lumière, la photophobie ou le son, la phonophobie, si l'enfant a le mal des transports, tout ça, ce sont des signes qui peuvent aller en faveur de la migraine et surtout aussi quelque chose de très spécifique, ce sont les fameuses auras, quand l'enfant voit des taches qui peuvent apparaître une demi-heure avant la migraine ou même en début du migraine et parfois même des hallucinations auditives, des sifflements ou des bourdonnements. Comment vous faites la différence entre une migraine et un mal de tête? Et bien justement, par cette anamnèse-là, et comme je vous l'ai dit, en ayant exclu les autres formes de types de maux de tête. Mais les enfants, quand ils sont petits, ça doit être très difficile à établir le diagnostic. Encore une fois, ça dépend de l'âge. À partir de 2 ans, les enfants montrent facilement le front et on peut suspecter une migraine ou un mal de tête. Il y a parfois des cas extrêmement compliqués, effectivement, de diagnostic. Ce sont les cas de migraines, par exemple, rares, mais qui existent chez l'enfant, les migraines rétiniennes. Ce sont des enfants qui, tout d'un coup, ne voient pas d'un des 2 yeux. Ils ont une cécité totale et heureusement réversible, qui dure jusqu'à peu près 1 heure. Il y a d'autres types de migraines où les enfants, brutalement, vont commencer à boiter, avoir une faiblesse dans une jambe, allant parfois jusqu'à l'hémiplégie. Ça aussi totalement réversible, mais à ce moment-là, arriver au diagnostic, c'est extrêmement compliqué.
Bienvenue dans le monde des parents. Et le traitement, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord le traitement, voilà, pour parler du monde des parents, la première chose, c'est comme je dis d'habitude, de rassurer les parents. Une migraine, ça fait mal, mais c'est totalement bénin. Ensuite, il faut exclure les facteurs favorisant ces migraines, le stress, le froid, et aussi certains aliments comme le fromage, le chocolat, la charcuterie et les boissons light. L'hypnose, il paraît que ça marche. Alors l'hypnose, il y a une étude intéressante qui montre si on utilise l'hypnose ou la relaxation chez les enfants qui prennent un traitement de base à base de paracétamol ou d'ibuprofène, eh bien on a démontré que ça peut réduire de 50% la durée des crises, l'intensité des crises et surtout la fréquence des crises. Donc hypnose et relaxation, ça peut aider pour le traitement de la migraine. Merci Mickaël, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci Ronnie, vous aussi. La semaine prochaine, restez avec nous, vous chers téléspectateurs, dans quelques instants, le grand dossier de la semaine. Nous parlerons des femmes qui œuvrent pour la paix. Nous parlerons également de nos animaux de compagnie. Une page sport est aussi prévue. Restez là.